Et bonjour, petite fougère de YouTube. On se retrouve pour une nouvelle VOD. On est toujours sur le livre d'Emmanuel Bobatti. Toujours pas bien. On est toujours pas bien. On va tenter de se reprendre encore un petit peu. On va avancer. On est page 129. Désolé d'interrompre votre programme, mais je suis content. Mon bras de micro est réparé. Voilà, c'est tout. GG disto. GG, c'est beau. Pour finir sur l'oppression, on ne peut pas avoir tous les codes effectivement, et c'est à ce moment se planter sans le vouloir. Oui, complètement. La sous-partie qu'on va entamer a un titre qui est comment dire. Alors je pense que la description scientifique adaptée du titre qu'on va lire, c'est nul à chier. Le titre de la sous-partie est se dire gay, une façon de se distinguer. Et pendant que vous réagissez et que vous répondez dans le chat, je vais boire un coup. Ah. Voilà. Je pense que c'est le moment où il faut mettre le mème du Ghost Emperor of Judgment. Hein. C'est... Vraiment quoi, ces titres, c'est... Non, il a pas écrit distingué. Non, on n'est pas dans le mauvais à ce point-là. La distinction de Bourdieu ou juste il va nous shame? Devine. Déjà qu'il nous a expliqué que de toute manière, la féminité se construisait par rapport à l'hétérosexualité. Voilà. Donc, bon. Je vous rappelle quand même que la partie précédente, ça se conclut sur le fait que, globalement, une femme trans, avant et contre tout, elle veut être pénétrée par l'homme. Point. Donc, enfin, voilà. C'est pas très encourageant. Voilà, je pense que se dire gay, une façon de se distinguer, ne va toujours pas être une partie incroyable. Je pense que ça sera toujours pas bien. Ah oui, ce bouquin a l'air très amatonormé et très allonormé, mais à 200%. C'est... Voilà, une relation, c'est forcément une relation sexuelle. Déjà, il faut forcément une relation, et il faut donc forcément une relation sexuelle, et il faut une relation sexuelle hétéro. Tu vois, c'est comme ça que tu construis ton identité. Parce qu'encore une fois, il y a une complète confusion entre l'identité et l'orientation sexuelle. Déjà, rien que ça, c'est absolument éclataxe, mais voilà, c'est un des présupposés de l'ouvrage déjà, donc en fait, on peut pas partir sur grand chose de très bien avec ça comme base. Hein. Voilà, à un moment donné, bon. Voilà. Allez, on est reparti. Un certain nombre d'hommes trans s'orientent vers l'homosexualité masculine au fil du changement de sexe. Même si les MTF sont en moyenne plus lesbiennes que les FTM ne sont gays après la transition, cette évolution des orientations sexuelles des hommes trans mérite attention. L'homosexualité, qu'elle soit réelle ou fantasmée, occupe une place bien plus importante dans les récits des hommes trans que dans ceux des femmes trans. Même ceux qui, comme Lucas, ne déclarent que des partenaires féminines après leur transition, insistent sur le fait que l'homosexualité est de l'ordre du pensable. Bon, encore une fois, il y a des présupposés qui sont posés, genre c'est une vérité d'ordre général. On n'en est plus à une près, hein, voilà. Genre vraiment le coup de l'homosexualité, qu'elle soit réelle ou fantasmée, occupe une place bien plus importante dans les récits des hommes trans que dans ceux des femmes trans. Ah bon. Bon bah d'accord, soit. C'est le livre qui l'a dit, donc c'est que ça doit être vrai, je présume. C'est basé sur rien du tout, hein, pas de ref à une étude ou quoi que ce soit. Non, c'est une vérité d'ordre général, c'est comme ça. Voilà. Témoignage dit A, entend B, généralise C. Ah mais oui, hein, c'est incroyable. Bref, on est parti sur le témoignage, donc Lucas. En tant que mec aujourd'hui, j'ai des fantasmes gays. Je ne sais pas si dans la réalité c'est possible, mais en tout cas, dans ma tête et dans mon fantasme sexuel, d'un point de vue relationnel, émotionnel et amoureux, je me projette pas du tout avec un garçon. Je me projette avec des filles, mais pas avec un mec. Sexuellement, ça m'excite dans le fantasme. Dans le concret, je n'en sais rien.
Du coup, je ne me mets pas de barrière non plus. Je me dis qu'un jour, peut-être, ça se présentera. Au début, je fantasme en tant que mec. J'étais dans une position active. Et petit à petit, bah, je suis aussi dans un fantasme où je peux avoir envie d'être passif. Je peux avoir envie d'être pénétré. Je peux avoir envie de faire une fellation à un mec. Ce qui, jusque-là, était complètement inenvisageable. Donc là, on est en plus vraiment sur une question de fantasme, mais TKT, on va tout mélanger, et puis du coup, bon bah c'est comme ça. Hein. Ah ouais, Trust Me Bro, hein, partenaire officiel de la thèse de Bobati. Hein. Ah non, mais c'est... comme ça. J'ai entendu la sexualité des femmes OSEF ou juste j'ai eu une alu auditive. Ah bah c'est à peu près ça, oui, c'est à peu près ça. De toute façon, la sexualité des femmes, c'est uniquement par rapport à la sexualité des hommes. Ça a été dit dans le chapitre, enfin dans la partie juste avant, donc voilà. Oui, puis toujours l'association actif les mecs, passif les meufs, ça reste là-dessus, toujours. Vraiment le binaire à tous les niveaux, tout le temps. Les aces n'existent pas, les orientations autres n'existent pas. L'identité autre que homme, femme, bien binarisée, ça n'existe pas. Voilà. Ce qui me fume, c'est que tu as dit que l'auteur est sociologue. Oui. Et c'est reconnu comme la référence en sociologie des questions trans. Voilà. Voilà. Vraiment. Le binaire, c'est que dans les PC, les potes. Hors ordi quantique. Donc en fait, il y a vraiment, littéralement, aucun endroit où il n'y a que du binaire. Vous vous rendez compte qu'on en est arrivé à un tel niveau que la binarité n'existe juste pas comme élément exclusif dans aucun endroit. Même dans un milieu aussi, on va dire, propice à être entièrement tourné vers du binaire, comme l'informatique, bah en fait, même là, non. C'est beau quand même. C'est beau quand même. Enfin, bref. Ambi, bi, switch, mais comme matérialisme, c'est un mal-être à rebinariser. Ah mais oui, de toute façon, tout est vu et pensé par rapport à un cadre binaire, et tout est vu et pensé par rapport à un cadre sexuel, quoi. Vraiment, le reste n'existe pas, quoi. C'est... Non, c'est quelque chose, hein. C'est... Ouais. Les ordi quantiques, c'est binaire aussi, juste binaire en même temps plutôt que l'un après l'autre. Ouais, donc déjà, il y a des transformations, quoi, de fait. Voilà. Bon, voilà. Bon, bref, je reprends. Pour les hommes trans, une fois le changement de sexe entamé, la sexualité avec ceux qui sont désormais leurs pères devient envisageable. Voilà, donc vraiment, c'est encore une fois annoncé comme une vérité d'ordre général, parce qu'on a eu un témoignage qui parle d'un fantasme. On parle bien d'un fantasme, là, hein. Et derrière, bon bah c'est comme ça, voilà. Et bébé. Gros niveau, hein. Pas vraiment, mais c'est pas le sujet. C'est juste pour faire chier Céron. Ah bah voilà, vous mettez des triggers. Vous envoyez des petits triggers l'un l'autre. Ah bah dis donc, c'est du beau. Hein. Bon, je reprends sur TKT Bro. Ils ne craignent plus de se sentir réassignés au sexe féminin. Mais si cette aspiration à l'homosexualité est présente chez beaucoup, ça ne signifie pas qu'elle se concrétisera. Vraiment, j'ai failli m'arrêter encore dès la première phrase. Je vais arrêter de m'arrêter aux premières phrases. On va y aller, on va avancer. Parce qu'en fait, tout ce que je vous dis depuis le début, ça s'applique systématiquement à peu près à tout ce qui est dit dans l'ouvrage. Ça n'arrête jamais. On cycle sur les mêmes trucs nuls, encore et encore et encore. Parmi les FTM en couple, qui se disent plutôt ou uniquement attirés par les hommes, 16,2% sont malgré tout en relation avec une femme. Pour Lucas, avoir des relations avec une personne du même sexe demeure un fantasme qu'il n'est pas certain de réaliser un jour. Pourtant, à d'autres moments de l'entretien, ce FTM se dit gay. C'est également le cas de David, qui lui non plus n'a jamais eu de partenaire masculin. Donc encore une fois, oui, je refais une aparté, je suis désolé. La binarité, quoi. Genre vraiment... Non, il a pas de chiffre, c'est sorti de son cul. Ta gueule, c'est comme ça. Voilà. C'est ainsi. C'est vraiment... Voilà, c'est toujours pareil, quoi. Tu sors des trucs comme étant des vérités d'ordre général, basées sur des catégories, et c'est vraiment mais que des présupposés qui sont éclatés au sol et qui mettent toujours de l'essentialisme à balle. Vraiment, ça me tue. Ça me tue. C'est incroyable. Faut que tu fasses un sample où tu expliques en accéléré le souci et que tu le lances à chaque phrase. Bah, c'est un peu limite ça, hein. On va boucler quand même très fort, hein.
Pour Lucas, avoir des relations avec une personne de même sexe demeurera un fantasme qu'il n'est pas certain de réaliser un jour. Pourtant, à d'autres moments de l'entretien, ce FTM se dit gay. C'est également le cas de David, qui, lui non plus, n'a jamais eu de partenaire masculin. Le fait d'être PD, c'est déjouer quand même déjà quelque part une norme. Et ça, ça me fait pas chier si on me prend pour un PD dans la rue. Ça me fait chier, par exemple, qu'on me prenne pour un hétéro, et en même temps, je sors avec des filles. Et bon, je ne reviendrai pas sur la qualité des passages interviewés. Voilà. Voilà. Je vais juste avancer. Comme Lucas, David est détenteur d'importantes ressources scolaires et culturelles. Ça serait peut-être intéressant de se centrer sur ça, du coup, de parler de pourquoi est-ce que ça joue dans une vision du monde hétéronormative. Peut-être. Non, je sais pas. Bref. Fils d'une mère cadre supérieure au marketing et d'un père chef d'entreprise, PME, il a commencé une thèse en sciences humaines qu'il a arrêtée pour entrer en école de cinéma. Ah oui, on est vraiment en plus sur vraiment un bon représentant. Hein. Je vais juste avancer. Ce sont les hommes trans qui, comme eux, bénéficient d'un fort capital culturel et, dans le cas de David, d'un certain capital militant. Quoi son capital militant ? Bref, on va avancer. Qui exprime le plus d'aspiration à l'homosexualité. Ce phénomène témoigne sans doute moins des attirances homosexuelles des FTM que de leur réticence à se dire hétérosexuels. S'identifier à être identifié en tant qu'homme hétérosexuel, ou même parfois simplement en tant qu'homme, peut susciter une tension subjective chez les personnes qui ont été des femmes, a fortiori des femmes ayant auparavant refusé toute relation avec des hommes. Toutefois, ce résultat recouvre également les dimensions relatives à la classe sociale. On rappelle qu'utiliser des insultes oppressives quand on est opprimé, c'est pas la réappropriation, c'est continuer l'oppression. Ça dépend. Là-dessus, je suis pas forcément d'accord avec toi, Disto. Dans le sens où, dans un groupe de personnes concernées, qui d'un commun accord se mettent d'accord sur le fait de réutiliser tel ou tel truc qui vient d'un bagage oppressif, pour se le réapproprier, pour jouer avec, pour le retourner, franchement, zéro problème. Zéro problème. Les gens font bien ce qu'elles veulent quand c'est en accord entre elles, en fait. Et là-dessus, t'es pas sur continuer l'oppression, en fait. T'es justement sur retourner le stigmate. T'es justement sur le fait de te réapproprier quelque chose. Et là-dessus, moi, vraiment, zéro problème. Les gens font ce qu'elles veulent. A contrario, et là je pense notamment à tout ce qui est le cas de la gauche no-cap, qui a une légère tendance à réutiliser les insultes oppressives, soi-disant pour se la réapproprier, là on n'est pas dans le même registre. Parce que là, par contre, dans ce cadre-là, on n'est pas dans un groupe qui est défini, où tout le monde a donné son accord. T'es sur un espace public, quand bien même l'espace public appartient à quelqu'un, hein, voilà. Moi typiquement, Twitch, ma chaîne Twitch est un espace public. C'est un espace public qui m'appartient, qui est le mien, c'est mon espace public, mais ça reste un espace public, hein, quand bien même c'est ma chaîne, etc. Et de fait, si je commence à partir sur des présupposés du genre on est tous ok sur le fait que j'utilise X insultes oppressives, en fait ça va poser un problème. Voilà, ça va poser un problème en fait. Perso, ça me met mal à l'aise quand dans une situation mixte, des personnes opprimées font des blagues oppressives. Typiquement, c'est le genre de cas où moi, effectivement, j'utiliserais pas, personnellement, des trucs oppressifs. Parce que, en fait, autant je sais qu'avec des personnes concernées, rigoler de tels trucs qu'on nous envoie la gueule, en fait, on nous l'envoie la gueule, je suis concerné, et toutes les personnes dans le groupe sont concernées, et on sait ce qu'on y voit du coup, et c'est une chose. Mais en fait, voilà, à un moment donné, il faut voir comment tu as sélectionné ton groupe, en fait. Comment est-ce qu'il est fait ? Quand tu as des gens qui sont pas concernés dans le groupe, j'ai déjà plus de mal. Je peux comprendre quand, notamment, en tant que personne concernée, tu vas utiliser une expression qui est un truc qui t'attaque dans le commun, dans un groupe qui est mixte. Si notamment tu veux mettre mal à l'aise et attirer à la personne qui est en face de toi, justement, qui n'est pas concernée, son attention sur un truc. Ça m'est déjà arrivé. Typiquement, j'ai eu sur la question notamment de mon handicap, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes dans des groupes qui étaient mixtes où je joue sur le fait, de toute façon, je suis un handi, je suis incomplet. De toute façon, je suis cassé, faut me réparer. Et là-dessus, en fait, tu joues avec ça, avec ce stigmate-là, parce que le but du jeu, c'est pas de partager un truc et de se le réapproprier, c'est de faire prendre conscience à la personne qui est en face de toi qu'avec tous ces bons sentiments de personnes concernées, en fait, elle est pas concernée dans le sens où elle le vit pas, elle.
Elle est concernée dans le sens où elle veut s'y sensibiliser, mais en fait, elle se rend pas compte de tout le bagage qu'elle emmène avec et tout ce qu'elle reproduit de merde. Et en jouant avec ça, en fait, je lui attire son attention là-dessus. Je lui montre l'écueil de ce qu'elle pense et de ce qu'elle dit, et du coup de ce que ça sous-tend de ce qu'elle pense. Et là-dessus, c'est pas le même move en fait, parce qu'on n'est pas dans la réappropriation, on n'est pas dans retourner le stigmate, etc. C'est le genre de cas dans un groupe mixte où je peux utiliser des trucs oppressifs qui me touchent pourtant. Mais sinon, le seul moment où je vais utiliser éventuellement, et ça arrive pas souvent, un truc qui me touche d'un point de vue oppressif, en fait, c'est que dans un groupe de personnes qui est toutes concernées par cette oppression et où on sait globalement en tant que groupe ce qu'on en pense, ce qu'on y voit, comment est-ce qu'on se le approprie. Et franchement, ça arrive une fois tous les 36 du mois, hein, on va pas se mentir. C'est pas un truc qui est très récurrent. Mais vraiment, par contre, voilà, il y a des espaces où, si vous reprenez ce que je disais tout à l'heure, une chaîne Twitch où, sur la commu, nous on utilisait l'expression oppressive TKT, pour moi ça pose problème, parce qu'en fait, on utilise ça sur cet espace, en fait c'est faux. Certaines personnes sur cet espace l'utilisent, et peut-être l'utilisent avec toi, très bien. Et en fait, toutes les personnes qui sont touchées par cette oppression et qui du coup voient juste une attaque, juste ça réveille le stigmate, c'est juste de la merde en fait. Et tu peux pas vérifier sur un espace public, tu peux pas en fait te dire vas-y c'est bon, c'est que mon groupe, on est tous d'accord. Parce que c'est notamment ce que j'ai vu sur des milieux, je vous disais notamment tout ce qui était le milieu no-cap, c'est un endroit où il y a beaucoup d'insultes, etc. C'est un peu le principe du no-cap, on n'a pas de limites, waouh. Du coup on fout tous nos alliés sous le bus, waouh, incroyable, bande de tanches. Bref, je reprends. Si tout le monde est ok, là c'est pas le cas je pense. Tout à fait, d'où ça dépend, oui. Perso, ça me met mal à l'aise dans l'association mixte des personnes opprimées qui font des blagues oppressives. Concerné à concerné, c'est ok, mais c'est un groupe select avec souvent des structures d'écoute et d'affinité pour traiter les tensions qui émergeront. Enfin, on espère en tout cas. Oui, on espère en tout cas. Avec ces démarches-là, ouais, ok. Je fais une généralité en effet. Par contre, malheureusement, hors de ça, il y a trop de cas où c'est pas bien. Oui. Je reprends. Revendiquer une masculinité non hétérosexuelle peut être une manière de se distinguer. Comme le montrent Nathalie Bajos et Nathalie Belzer, c'est parmi les plus diplômés que l'auto-identification en tant qu'homosexuel ou bisexuel est la plus élevée. Par ailleurs, Paul Wilfried Rolt ou Sylvie Tissot, ce sont les personnes qui appartiennent aux classes moyennes et supérieures qui se déclarent le plus grey-friendly, c'est-à-dire les plus ouvertes et accueillantes aux LGBT+, ce qui ne se retranscrit pas automatiquement dans la pratique. Dans le cas des hommes trans, le fait de se dire ou de se montrer gay, même quand ils ne le sont pas dans les faits, semble être pour certains une manière de signifier son appartenance de classe. Non mais alors ça, rien que cette phrase. Oh, rien que cette phrase. Dans le cas des hommes trans, le fait de se dire ou de se montrer gay, même quand ils ne le sont pas dans les faits, semble être pour certains une manière de signifier son appartenance de classe. Ah bah oui, parce que c'est toi, espèce de grosse tange de merde, qui va venir dire aux gens « Oui, t'es un vrai gay ou t'es un faux gay ». Non mais franchement, putain, c'est vraiment le débat qui passe constamment du coup de « Ouais, non mais il y a les vraies lesbiennes et puis il y a les fausses lesbiennes. Non mais t'as les vrais bi puis t'as les faux bi. Non mais t'as les vrais gays puis t'as les faux gays. Et puis patati et puis patata. Et puis tu viens et tu te permets de juger l'orientation sexuelle des gens en face de toi. Ferme ta gueule en fait. Occupe-toi de ta bite, c'est déjà bien. Putain. Pardon, je m'énerve encore. Ah, on a dit que je me calme. On a dit que je me calme. Bonjour Fred, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. C'est toujours un enfer, oui. On a fait une longue aparté où on a parlé des rapports de pouvoir sur Twitch, etc. Mais là, oui, on a repris et en une phrase, il m'a fait monter. Enfin non, pas une phrase, mais la dernière phrase m'a fait monter très vite. Allez, on se calme. On se calme. Oui, c'est un discours qui est TERF compatible à 200%. Hein. C'est... Voilà. Allez, on se remet. On a dit on continue, on déroule. Ah, oui, non, mais ça, oui aussi. Ça représente pas mon état émotionnel, mais d'accord. Ouais. Mais ça représente pas mon état émotionnel, par contre, j'avoue. Ça déjà plus. Ouais, ça déjà beaucoup plus. Beaucoup plus, oui. Allez, je reprends. On a dit je reprends, j'avance, je déroule. Mais cette posture ne concerne pas tous les FTM. Pour les personnes moins dotées en capital scolaire et culturel, elle fait même l'objet de certaines critiques. Fabien, étudiant en BTS, vente et fils d'un lieutenant de police et d'une mère au foyer, n'apprécie pas
ce qu'ils considèrent être des contre-normes imposées par certaines franges de la population trans. Il y a des conflits de revendications de tout ça, et on n'a pas les mêmes idées, tu vois. Pour préparer l'Exi-Trans, la marche annuelle de trans en France, tu as les revendications qui sont les mêmes depuis un certain nombre d'années. Et puis là, pour la première fois, tu as les queers qui sont arrivés pour l'organiser, l'Exi-Trans. Et vu qu'ils n'ont pas les mêmes revendications, bah dans le fond, il y a un choc des cultures. Enfin, je sais pas si c'est le mot. C'est que, si tu veux, ils sont les premiers à... Alors, ce qui m'énerve, c'est qu'ils prennent des trucs et ils font l'inverse. C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, c'est le regard que je porte là-dessus. Hein. Genre, quand tu dis oui, il faut respecter tout le monde, il faut que tout le monde s'aime, et que tu tapes dans les hétéros, tout ça... comment dire... voilà, vouloir des autres qui nous respectent et dire après, ouais, les hétéros, les hommes, les femmes qui se disent binaires, c'est de la merde. Bah, excuse-moi, quoi, hein. Te vole complètement, temporairement, ton alerte. Merci. Je me permets de voler aussi celle de Red Bull. Voilà, Oh bordel. Oh bordel, 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 bordel. Qui m'appelle? C'est quoi? Qui es-tu? Quelqu'un que je connais pas. Je vais AFK, je reviens. Pardon, me revoilà. Encore une fois, démarchage, ni que toi. Voilà, désolé. Désolé. Ad. Oh non, le retour du fixe qui sonne fort dans la rue, n'est-ce pas? C'est même pas le fixe, hein, c'est mon portable. Hein. Mais voilà. Not all hétéro, hein. Ah oui, non, mais... Ah non, mais c'est... C'est ouf comme les gens qui l'interrogent sont giga à l'ouest. Non, non, non. C'est ouf comme les gens qui l'interrogent, même si j'aurais plutôt tendance à dire c'est incroyable, comme les gens qui l'interrogent sont giga bourges et vraiment class first systématique. Voilà, c'est plutôt ça que j'aurais tendance à dire, plus précisément. Je vais juste pas me prendre la tête et continuer. Je pense que vous êtes assez conscient et consciente avec tout ce que je dis depuis le début de cette lecture commentée de à quel point avoir un point de vue autant centré sur ton petit cul personnel, vraiment, oh putain de merde, voilà. Je vais juste continuer. Parce que sinon, encore une fois, je vais juste répéter les mêmes choses, encore et encore. Fabien nomme queer les personnes qui ne se considèrent ni hommes ni femmes. Oh bah, incroyable, en fait, il est juste, du coup, complètement dans la binarité, et donc biphobe. Incroyable. Oh, surprise, oh, vraiment, franchement, grosse surprise. Grosse surprise, hein. Aussi appelé non-binaire, en référence à la binarité homme-femme, ces personnes peuvent, d'après lui, décrier l'hétérosexualité en ce qu'elle se fonde sur la différence et l'hierarchie entre deux et seulement deux sexes. Dans le milieu associatif trans, Fabien perçoit une norme de non-binarité et de non-hétérosexualité, alors que lui-même se considère binaire et hétérosexuel. Or, il est à noter que les personnes qui se disent non-binaires ou queer sont pour beaucoup des personnes assignées au sexe féminin, jeunes, fortement diplômées, comme nous le verrons dans le chapitre 5. Donc du coup, là, tu vas venir nous expliquer qu'en fait, les personnes non-binaires, ce sont donc des meufs. Genre, tu vois pas le problème. Genre, vraiment. Et puis en plus, c'est... Non mais... Et en plus, ça vient coller derrière. Oui, puis en plus, c'est des meufs jeunes et diplômées pour nous dire, les non-binaires, c'est des meufs. Mais t'as... Mais va manger tes grands morts! Ouh, oui mon chat, je t'aime. Mon chat est venu me faire un câlin. Oh, je t'aime mon chat. Tu sens que je suis sous les nerfs, hein? Oh oui. Oh, je suis saoulé, hein? Oh, mon fouf, oui.
Oh, oui, oui, citer Witzig pour dire que les lesbiennes ne sont pas des femmes, mais que les non-binaires sont des femmes. Non, mais. Voilà, voilà. À ça d'ajouter que ces personnes ont les cheveux bleus, bah c'est un peu le sous-entendu quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. On va pas se mentir. Hein. C'est pas bien. Oh mon dieu. Et la femme, de toute façon, elle est définie que parce que ce n'est pas l'homme. Et surtout, la femme se définit en fonction de ce que veut voir et regarder l'homme. Ça aussi, ça a été dit. Hein. Donc, bah oui, parce que les hommes, en fait, se pensent en opposition au modèle classique des hommes. Donc, en fait, ils sont dans l'action, donc ils ont le droit, c'est des hommes. C'est éclaté au sol, c'est de la merde. C'est tellement oppressif à tellement de niveaux. Enfin, c'est... Je suis détendu. Et encore une fois, toujours aussi dans l'orientation sexuelle et tout, toujours dans le fait que de toute façon il faut baiser, c'est comme ça. Baiser les gens, c'est la norme. Vous devez ken. Hein, et vous définissez votre identité par rapport à votre orientation sexuelle. C'est comme ça, le livre l'a dit. Oh, bah bref. Je vais reprendre cette catastrophe. Or, il est à noter que les personnes qui se disent non-binaires ou queer sont pour beaucoup des personnes assignées au sexe féminin, jeunes, fortement diplômées, comme nous le verrons dans le chapitre 5. Ces personnes sont aussi celles qui militent le plus. Putain, j'aurais dû finir avec la phrase. Le point, les cheveux bleus, ça y est, vous l'avez, hein. En vrai, le coup de ces personnes sont aussi celles qui militent le plus, c'est systématique. Vous avez les cheveux bleus, on vous dit bah ouais, vous êtes une militante, une jeune militante de merde. Systématiquement, vous avez les cheveux colorés, c'est que vous êtes une militante. Mais dans tous les milieux réac, c'est ce que je vois arriver comme image à chaque fois. Imagine, t'as déconstruit le genre au point de transitionner, mais pas au point de comprendre qu'on peut vouloir ne pas se tenir à l'un des deux standards, n'est-ce pas? Le chapitre 5 va nous faire hurler plus que les autres, ça va être incroyable. Le chapitre 5, c'est la page d'après. Et le chapitre 5 s'appelle « L'espace social du genre ». Donc, on y arrive. Vous êtes pas prêts, pas prêtes? Ah putain. Est-ce qu'on l'a jamais été? On l'a jamais été? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je reprends donc sur cette merde, pardon, sur cet ouvrage de qualité discutable et variable, mais variable dans le mauvais côté de la force. Ce que Fabien expérimente ici peut aussi relever d'une violence symbolique de classe qui prend la forme d'une injonction militante à la subversion sexuelle et de genre. Oui, parce que donc là, la personne qui souffre, hein, c'est Fabien. La personne qui souffre là, c'est le mec trans qui nous a dit oui, mais c'est bon, notre men quand même, et puis les féministes, franchement, elles font chier quoi. Hein, c'est lui qui subit la violence. Ouh. Je suis calme, je suis calme, je suis détente, je suis détente, je suis détente, on a dit. Ouh. Allez. Cette injonction n'a pas ou peu d'équivalent chez les MTF. Dans les milieux trans, étroitement liés aux milieux féministes, seuls les FTM sont enjoints à prouver qu'ils ne sont pas devenus des complices de la domination masculine. Ah oui, donc là, on est reparti sur le moment ouin-ouin, les pauvres hommes. Oh là là. Or, afficher une masculinité subordonnée, à savoir l'homosexualité, apparaît comme un moyen de se distinguer d'une masculinité hégémonique, parfois jugée archaïque, dans un contexte de développement des mobilisations féministes et LGBT+. De ce point de vue, les masculinités, qui semblent non hégémoniques, peuvent malgré tout contribuer à maintenir certaines formes de domination. Par ailleurs, si la sexualité est parfois un marqueur de classe, l'homosexualité féminine, elle, ne confère pas de statut particulier. La distinction sexuelle ne se décline qu'au masculin. Trop Nils. Bonjour Nils. Flemme, envie de canner. Voilà. Je continue. Les changements de sexe sont indissociables de certains changements sexuels. En cela, les parcours trans constituent un bon observatoire de l'enchevêtrement du genre et de la sexualité.
Non mais encore une fois, c'est toujours éclaté au sol, toujours, systématiquement. Les changements de sexe sont indissociables de certains changements sexuels. Mais va manger tes grands morts. Va manger tes grands morts. Vraiment, ne pas comprendre le principe de la différence entre identité de genre et sexualité, c'est chaud. Vouloir systématiquement dire, si tu fais un changement de genre, tu vas baiser différemment et ne pas comprendre tout ce qu'il y a de différent et de absolument pas subordonné, c'est chaud. Vraiment, hein. C'est chaud, hein. C'est chaud. Le nombre de choses qui sont niées pour que ça cadre avec son petit point de vue, c'est pas bien. C'est vraiment tellement pas bien. Je continue. Parce que quitter le sexe masculin est socialement inconcevable, nombreuses sont les femmes trans qui tentent d'abord de se résoudre à mener une vie rangée en tant qu'hommes hétéros. Les autres sont brièvement gays, une orientation sexuelle qui a l'avantage de maintenir les apparences de la masculinité. Les futurs FTM, eux, sont presque tous lesbiennes avant la transition et cette orientation leur permet au contraire de s'extraire partiellement de leur sexe d'origine sans être inquiétés. Allez, bas les couilles. Vraiment, bas les couilles. Juste, je vais avancer. On a dit quoi sur les insultes? Non, parce qu'en vrai, j'approuve le fait de l'insulter, moi. Ah non, mais j'essaie de faire un contenu qui est mesuré, donc j'essaye vraiment de pas centrer sur l'attaque à la personne, etc., parce que c'est pas pertinent. On s'en fout d'Emmanuel. On s'en fout d'Emmanuel Bobati. Il peut aller se faire cuire le cul, on s'en branle. Lui, on s'en branle. Ce qui est pertinent à démonter, c'est ce courant de pensée. Ce qui est pertinent à démonter, c'est le transmatérialisme. Ce qui est pertinent à remettre en question, c'est les oppressions que ça véhicule, c'est les angles morts phénoménaux qu'il y a dedans. Donc moi, personnellement, je vais rester là-dessus. Et j'aurais tendance à vous dire, juste vous contenter d'insulter ces grands morts à un mec, c'est pas très utile. Si vous voulez y aller, faites votre vie, après tout, vous êtes libre. Mais je pense que c'est pas pertinent. Et pourtant, je dis ça en étant moi-même relativement incapable de pas lâcher quelques insultes, hein, parce que quand même... Oh, quand même, hein. Donc bon, allez. Je continue. In fine, seules les femmes hétérosexuelles n'envisagent jamais de transitionner. Quoi? Je vais continuer, d'accord? Je vais continuer. Je vais rien dire, je vais continuer. Je vais continuer. Les femmes qui refusent le sexe qui leur est prescrit ne semblent pas entrer dans la conjugalité hétérosexuelle, tandis que beaucoup d'hommes peuvent s'y résigner. Il est également possible que l'expérience de la maternité soit difficilement compatible avec l'engagement d'une transition. L'obligation des mères à l'abnégation vis-à-vis de leur enfant, de même que la charge matérielle qu'ils représentent pour elles davantage que pour leur père, ne leur laissant vraisemblablement que peu de pouvoir d'agir en la matière. Non, mais je vais juste rien dire. Je vais juste avancer. Je vais juste avancer. Cowboy qui crie dans le ciel. Oui. Tu t'arrêtes tout le temps juste avant une horreur, c'est beau. Mais parce qu'en fait, c'est tout le temps des horreurs. Voilà, en même temps, c'est tout le temps des horreurs. Il parle des billes, c'est pour un ami. Ouais, pour dire que c'est des parcours inachevés, pour dire que c'est des parcours qui se pensent uniquement par rapport aux hommes. En fait, voilà. Peu importe, c'est toujours pensé par rapport aux hommes. De toute manière, si tu as une sexualité qui n'est pas hétéro, c'est par rapport aux hommes. Si tu as une sexualité qui est hétéro, c'est par rapport aux hommes. Si tu es une femme, c'est par rapport aux hommes. Enfin voilà, tout est pensé par rapport aux hommes. Tout à l'heure, la sous-partie qu'on a lue, c'était l'hétérosexualité, la fabrique du féminin. Voilà. Donc déjà, les femmes n'existent et ne sont femmes que par rapport au regard des hommes, que par rapport au fait d'être pénétrées par l'homme. C'est ce que nous disait très crûment le chapitre, hein, d'ailleurs. Toute femme trans n'a qu'une envie quand elle commence son parcours de transition, c'est d'être pénétrée par un homme, parce que ce qui définit qu'elle est une femme, c'est le regard de l'homme. Donc il faut que l'homme valide qu'elle est une femme, et notamment en la pénétrant, pour que ça soit validé et que ce soit vraiment une femme. Voilà, c'est bon. Bref, c'est que des trucs comme ça éclatés au sol. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais canner. Je vais canner. Je vais canner. Je reprends et je continue sur cette merde. Pardon, sur cet ouvrage de qualité discutable. Nous sommes page 133. Il en reste jusqu'à 170, je crois, dans ces eaux-là.
Si l'homosexualité émancipe davantage de la féminité que de la masculinité, l'hétérosexualité performe plus la première que la seconde. Cette hypothèse se confirme pendant la transition. Les femmes trans en passent toutes. Oh putain. Je suis calme. Calme. Je suis calme. Cette hypothèse se confirme pendant la transition. Les femmes trans en passent toutes par une phase d'hétérosexualité, un phénomène qui est sans équivalent masculin. Voilà, ça c'est la phrase complète, éclatée au sol. Voilà. Ah oui, ils pensent qu'en plus tout ce qu'on fait est choisi dans un monde libre. Bah, ce qui est normal, c'est un bourge. Donc oui, enfin voilà. Les hommes cis, je présume, parce que les hommes trans sont des FTM dans le vocabulaire du livre, c'est ça? Oui. Alors oui, puis partout, tout le long du bouquin, on nous explique que de toute manière, en fait, les hommes trans, tu comprends que, comme à la base, ça a été des personnes qui étaient genre et femmes, par la société, par leur père, etc., bah, du coup, même une fois homme, de toute manière, ça n'accorde pas ça ne s'accorde pas au fait d'être un homme dans un cadre patriarcal. Donc en fait, les hommes trans subissent le patriarcat à double sens parce que les féministes les voient comme des ennemis et s'attaquent à eux, les pauvres gars trans qui souffrent tellement, qui du coup perdent leurs alliés. Et en même temps, bah, c'est des hommes trans, donc qui du coup ne vont pas dans les cercles de pouvoir patriarcaux, qui ne rentrent pas dans les boys clubs, donc du coup ils souffrent beaucoup. Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'alliés, ils sont tout seuls. Voilà, c'est ça ce qui est dit. Voilà, c'est les vraies victimes. Et encore une fois, c'est pas parce que ça me fait péter un câble d'avoir cette vision ouin tiers constant que j'essaye de dire que les hommes trans ne subissent rien. Hein. C'est pas le propos. Hein. Les hommes trans, bien évidemment, subissent beaucoup, surtout dans une société transphobe comme la nôtre. C'est une évidence. Par contre, venir ajouter que les hommes trans ne reproduisent pas le patriarcat de manière générale, comme ça, voilà, intrinsèquement, en tant qu'homme trans, tu ne reproduis pas le patriarcat, PTDR, gros PTDR. Surtout qu'en plus, dans le même passage, il est venu nous rajouter derrière que, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est que les hommes trans de cadres sociaux plus élevés, donc en gros les bourges, quoi, qui ne reproduisent pas le patriarcat, etc. Parce que en fait, tu comprends qu'ils sont plus à même d'avoir conscience des limitations, etc. Par contre, les hommes trans prolos, eux, reproduisent absolument et totalement le sexisme parce que, bah, en fait, ils manquent de ressources pour ne pas faire des trucs sexistes. Sachant que dans le même passage, il nous explique que, en gros, les hommes trans des cadres sociaux supérieurs, et ben en fait, ils reproduisent tous les éléments hétéronormés, puisque ben, de toute façon, dans ces cadres-là, on t'apprend à être hétéronormé et que c'est normal. Mais c'est eux qui reproduisent pas le sexisme. PTDR, wink de l'œil. Ah non, mais non, franchement, c'est beau. Oui, en gros, lui et ses potes, ouais, c'est à peu près ça, ouais. M'en fous, je suis vice-champion de France de mon sport, plus rien ne me touche. Et ça, c'est beau. On peut dire félicitations à Nils. Effectivement, Nils qui a donc fait un concours ce week-end, un tournoi, et qui est arrivé en finale quand même. Et pas mal. On peut applaudir. Dis donc. Je relance cette bouse. Pardon, cet ouvrage de qualité discutable. Pour les hommes trans... non, attendez, j'ai raté une phrase. Alors que beaucoup d'entre elles embrassent durablement cette orientation sexuelle, le groupe des FTM tend, lui, à se gayifier. Pour les hommes trans, se dire homosexuel apparaît parfois comme une stratégie de distinction, là où il s'agit d'une stratégie de protection pour les MTF avant la transition. Ce sont principalement les FTM ayant bénéficié d'importantes ressources scolaires et culturelles qui déclarent des désirs pour le même sexe. Les aspirations de genre comprennent des aspirations sexuelles qui sont aussi des aspirations sociales. Oui, vas-y, on va tout mélanger, on va faire une généralité générale et puis TKT, voilà, bisous. J'aimerais faire une petite alerte, mais comme le texte est super réactionnaire, confus et nul, il faudrait pas qu'on entre malgré nous dans une contre-rhétorique, sous la colère notamment, pour aussi négliger des vécus. C'est plus pertinent d'identifier d'où il parle et comment ça structure son récit, complètement. Et c'est pour ça que moi je vous le redis à chaque fois, quoi que je pense des interventions qui sont en clair des personnes qui sont interrogées, je me permets pas de juger ça. Moi ce que je juge, et je vous le redis encore une fois, c'est le courant de pensée qui en est produit. C'est le courant de pensée qui reproduit des comportements oppressifs, qui nie des vécus, justement, etc. Comme le dit Céron, et elle a parfaitement raison,
Si notre move en réaction, c'est juste de venir nier leur vécu à eux, on fait de la merde au même titre que Emmanuel Bobatti, en fait, hein, et que tous les transmatérialistes. Et très franchement, j'ai pas envie qu'on fasse autant de merde qu'eux. Donc on va essayer d'avoir un peu plus d'angle de vision. C'est pour ça que tout à l'heure, notamment, je vous ai dit, hein, je suis tout à fait convaincu qu'il y a tout un tas de personnes qui rentrent effectivement dans tout ça, dans tous ces modèles, on va dire, développés, très clairement. Je suis relativement convaincu que effectivement, il y a sûrement des mecs trans qui voient l'homosexualité comme un moyen, justement, d'être en dehors de certaines normes, etc., de se rapproprier. Très bien, je veux bien le croire. Mais en fait, c'est pas parce que c'est le cas pour certains que c'est une généralité transcendantale qui vous touche tous en tant que tel à partir du moment où vous êtes un homme trans ou une femme trans. C'est ça le problème, encore une fois. C'est à partir du moment où tu as une explication monocausale et que tu l'appliques à toutes les sauces pour tout le temps, systématiquement, à chaque moment. Ça va poser que de la merde. Et si on fait pareil en contre-réaction, eh ben on fera de la merde. On fera la même merde. Vraiment la même. Et rapporté aux individus, ça attend aussi des personnes trans d'avoir des masters en sociologie. N'allons pas là, surtout que de toute évidence, même avoir un doctorat en sociologie ne permet pas de dépasser ça. Donc bon, voilà. Hein. N'allons pas dans cette direction, je suis assez d'accord. Ça n'est pas pertinent. Encore une fois, moi ici sur ma chaîne, sur le contenu que je fais, j'essaie de faire prendre conscience des structures. Les individus, bien sûr que ça a un impact, oui, c'est très cool. Mais en fait, l'individu, ça compte quand c'est toi, là, tout de suite, dans une conversation avec Jean-Billy. Hein. Ça, oui, ok. Si vous voulez avoir une réflexion sociale, une réflexion sur qu'est-ce qu'on construit comme société, n'allez pas vous cibler sur Jean-Billy, ça ne sert à rien, c'est éclaté au sol. Voilà, ça ne sert à rien. Ce qu'on veut voir, c'est socialement, structurellement, qu'est-ce que ça sous-tend et pourquoi c'est un problème. Par contre, oui, son livre casse les couilles. Ah oui, oui. Mais son livre casse les couilles parce que son livre, c'est littéralement le manuel du transmatérialisme et que, comme c'est un courant de pensée ultra oppressif et de merde, forcément, ça nous chauffe bien. Mais c'est pas lui en tant qu'individu qui pose problème. Il participe à un système, il est inclus dans un système, issu d'un système qui le valide, qui le renforce dans ses croyances. Quand bien même ses croyances sont délétères pour plein d'autres personnes, lui, ça lui apporte. Donc en fait, forcément qu'il va produire ça. Encore une fois, on revient sur les structures qui sont incroyablement structurées. Surprise. Mais en fait, non, pas surprise. Allez, j'avance. Donc, de ce point de vue, la sexualité, le genre, la classe pourraient être pensés au sein d'un seul et même espace. Pour cela, il s'agirait déjà d'introduire certaines nuances dans la définition des orientations sexuelles et du genre, à l'image de nombreux travaux qui se sont penchés sur la complexité des catégorisations de classe. Les orientations sexuelles sont les plus complexes qu'un simple classement en tant qu'hétérosexuel d'un côté ou homosexuel de l'autre, et ne parlons même pas de tout ce qui existe d'autre. Et par ailleurs, la pertinence de ces notions peut se heurter aux évolutions contemporaines du régime normatif de genre, avec le développement des mobilisations féministes et LGBT+, les normes se diversifient, les différences entre les sexes et les sexualités se fait de moins en moins explicite. Non, c'est toujours pas ça, c'est pas de moins en moins explicite, c'est de plus en plus complexe et complète, surtout. Mais pareil, ça demande d'avoir un vrai retour, une vraie question creusée, d'avoir une profondeur, enfin bref, d'avoir du recul, quoi. Ces transformations ne signeront pas la fin des significations genrées de la sexualité, mais elles amèneront sans doute à se recomposer. C'est à peu près la seule phrase où je peux être d'accord. Voilà. Bravo. Bah si les travaux existent, pourquoi tu les utilises pas, n'est-ce pas? Parce que c'est pas lui qui les a produits, donc ça l'intéresse pas. Donc voilà. Tout simplement. Heureux. Et j'aime bien l'image qu'Etty Wen a partagée dans le Discord. La fameuse t'inquiète, crois-moi. Ouais, je suis assez d'accord, c'est valide. Le problème, c'est pas non plus que les gens qui tombent dans les clichés qu'il décrit, parce qu'il y a des mecs trans qui se découvrent gays après leur transition. Ce qui est possible pour plein de raisons. Juste la généralisation est nulle. Oui. Les systèmes nous font du mal. Les systèmes nous font du mal et on doit croire des points de structure. Suture, hein. Et on doit faire des points de suture. Oui, d'accord. Bonjour Anémone. Allez, on continue. Chapitre 5. La VOD, la VOD, ça fait 43 minutes. Encore 20 minutes. Allez. L'espace social du genre. Nouveau chapitre. Incroyable. J'adhère volontiers au livre du style « Stop au binarisme de genre », mais je dois me rendre à l'évidence. Il ne raconte qu'une partie de l'histoire. Citation de Julia Serrano. « Wiping Girl, a transsexual woman on sexism and the scapegoating of femininity ». Ok. Ça va annoncer des choses bien, dis donc. Ça va annoncer des choses bien encore. On te dit bonjour dans le chat. Donc du coup, pareil. Au cours du XXe siècle, l'ordre du genre a considérablement évolué.
L'accès au vote, la hausse de la scolarisation, l'entrée massive sur le marché du travail rémunéré, la contraception et la légalisation de l'IVG sont autant de facteurs qui ont transformé les existences des femmes. Leur vie ressemble de plus en plus, et du moins en apparence, à celle des hommes. À l'aube du XXIe siècle, les mutations de l'ordre du genre se poursuivent. Encore une fois, tout le passif de toutes les identités de genre qui existent avant qu'on se fasse écraser la gueule par un modèle patriarcal issu des sociétés occidentales judéo-chrétiennes, the bi. Allez, on a dit les genres c'est récent, voilà. Hein. Flemme, mais bon. Ces dernières années, un mouvement, entre guillemets, non-binaire a émergé. Les, entre guillemets, non-binaires sont des personnes qui ne s'identifient ni comme homme, ni comme femme. Cette identification s'est d'abord développée au sein de la population trans. Oui, parce qu'encore une fois, le passif n'existe pas. On s'en bat les couilles. Très bien. Avant de se démocratiser au-delà de ce groupe. Parallèlement, plusieurs pays ont connu des débats autour de l'introduction d'un sexe neutre, d'un troisième sexe à l'état civil. Si ces discussions ont été infructueuses en France, du fait d'un refus de la Cour de cassation de 2017, une telle mesure a déjà été adaptée en Allemagne ou encore au Canada. Dans ce contexte de transformation juridique et sociale, la bicatégorisation homme-femme ne va plus nécessairement se faire de soi. Oui, j'ai précisé les guillemets parce que, en fait, il y a des guillemets, quoi. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ah là 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 là. Je continue cette purge. Pardon, cet ouvrage de qualité discutable. Le genre est généralement considéré comme un rapport social qui produit, différencie et hiérarchise deux catégories, les hommes et les femmes. Certains travaux ont toutefois montré l'hétérogénéité de ces catégories, en affirmant l'existence de différents styles de masculinité, de féminité, qui dépendent notamment des appartenances de classe et de race. Par exemple, la masculinité tend à se construire par la force physique dans certains milieux populaires, tandis que les masculinités bourgeoises se fondent davantage sur les symboles de pouvoir. D'autres enquêtes ont également démontré que les rôles féminins et masculins se ressemblent plus dans certains milieux sociaux que dans d'autres. Oui, si je vais vous demander pourquoi est-ce que je fais une voix nulle, je pense que ça mérite en fait. Vraiment, je vais essayer de faire une voix un peu qui trahit une forme de naïveté nulle à chier. Et je pense que voilà, ça sera au même niveau de ce qui est produit. Probablement. Ces recherches observent que la socialisation différenciée est plus marquée dans les milieux populaires que dans les milieux plus dotés. Toutefois, ces différents travaux résonnent encore à partir du dualisme féminin et masculin. Le genre y demeure conçu comme un spectre linéaire, le long duquel la masculinité et la féminité prennent des formes variables et s'expriment à différents degrés. Mais in fine, de tels travaux ne s'aventurent pas au-delà du modèle binaire. À partir de l'exemple de la population trans, qui comprend non seulement des hommes et des femmes, mais aussi beaucoup de non-binaires, ce chapitre propose d'aller au-delà de la dichotomie sexuée et d'explorer la multiplicité du genre. Vous savez, tout ce qu'il a très très mal fait jusqu'à présent. Est-ce que ça sera mieux maintenant? Lol. Je sais pas, genre définir, c'est pas à faire au début d'une étude, n'est-ce pas? Bah non, parce que c'est une tanche. Le genre peut être conçu non pas comme un rapport social strictement bicatégoriel, ni même comme une échelle allant du féminin au masculin, mais comme un espace qui est en plusieurs dimensions. À partir des années 70, des approches féministes, matérialistes, se sont développées en référence à la théorie marxiste, mais aucune recherche n'a à ce jour pensé le genre comme un espace social analogue au modèle introduit par Pierre Bourdieu. Je vais continuer, puis on va rien dire. C'est moi où ça commence à devenir moins nul. C'est un début de chapitre, donc attends-toi à ce que ce soit pire. C'est-à-dire que là, il introduit 2-3 trucs, et puis là, déjà, la dernière phrase, elle commence à être éclatée. C'est-à-dire qu'il te dit « aucune recherche n'a pensé le genre comme un espace social. » Analogue au modèle introduit par Pierre Bourdieu. C'est vrai, franchement. Merci, heureusement qu'Emmanuel Bobatti est là pour faire ça, parce que vraiment, jamais personne s'en est occupé. Attendez, on me dit quoi? Ah si, on me dit qu'on l'a déjà fait, qu'on est déjà allé plus loin et qu'Emmanuel Bobatti a juste décidé de s'en battre les couilles. C'est vrai. Oh, quel dommage, quel dommage. Oh, un mauvais point pour le joueur français. Allez, on reprend. Ce modèle a pourtant apporté une contribution fondamentale à la sociologie en montrant que les classes sociales sont loin de se résumer à une opposition entre une classe bourgeoise et une classe prolétaire définie par la seule place qu'elle occupe dans le rapport économique de production. Non mais voilà, littéralement l'histoire queer des USA à la fin du siècle passé, mais ça n'existe pas. Vraiment, lol. Emmanuel Bobatti l'a pas fait, donc ça n'existe pas. C'est tout.
Le genre non plus ne se limite pas à une oppression entre deux et seulement deux classes de sexe unidimensionnelles. De même que l'espace social de classe se caractérise par une multitude de classes ayant une relative autonomie culturelle, l'espace social du genre se compose de différents pôles, dans lesquels les individus ne présentent pas les mêmes structures de capital. Les individus y occupent une diversité de positions résolument composites et fluctuantes, qui dans une logique relationnelle n'existe que par rapport à celle des autres. Cette logique relationnelle va de pair avec les luttes de pouvoir et les formes de distinction. Les individus et les groupes sociaux s'affrontent en vue d'accéder aux ressources de la domination symbolique, et dans une certaine mesure matérielle. Les pages qui suivent décryptent l'espace social du genre à l'échelle de la population trans, mais de nombreuses réflexions sont transposables à la population générale. Non mais vraiment, du coup, on va complètement mettre à côté tout ce qui se fait en dehors de tout ce qui est la domination. Le seul point d'analyse qu'il va y avoir, c'est la domination. Les rapports de domination. Tout ce qui se construit et se co-construit en dehors de ça, bas les couilles. Mais alors, bas les couilles fort, hein. Vraiment, Emmanuel, il a dit tout est domination, c'est comme ça. Allez. D'accord. Ok. Allez, hein. Le genre en plusieurs dimensions. Si l'on veut penser le genre dans plusieurs dimensions, les méthodes statistiques sont particulièrement utiles. L'espace social du genre fait apparaître une diversité de positions, mais aussi un certain nombre de groupes. Les groupes qui se dégagent n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques sociales et les mêmes structures de capital. En cela, ils révèlent des formes de distinction de genre comme de classe. Diversité de positions de genre. Les trans habitent le genre de bien des façons. D'abord, ils et elles peuvent s'identifier autrement que comme hommes ou femmes, ce dont témoigne le développement remarquable des mouvements non binaires dans cette population. Il y a plusieurs manières de se dire et de se présenter quand on est trans, mais il n'y a pas que les identifications qui importent. Le genre n'est pas qu'une question de subjectivité, c'est aussi une question de pratique. Par exemple, les trans ont plus ou moins recours à des modifications corporelles, au changement d'état civil. Autrement dit, ils ne se conforment pas nécessairement aux standards physiques, juridiques, administratifs de leur sexe. Tout le monde n'aspire pas à se fondre dans la masse des hommes et des femmes cis. Comme on le lit dans certains textes fondateurs des mouvements trans, certains attachent même de l'importance au fait de rester lisible en tant que trans, la visibilité pouvant être un moyen de revendiquer son droit à la reconnaissance. Cette posture ne fait toutefois pas l'unanimité. Les trans sont plus ou moins engagés dans des mobilisations collectives, et ils peuvent y être engagés de différentes manières. En cartographiant un espace de la cause des femmes, Laure Bérény l'a déjà bien montré à propos des luttes féministes. Ainsi, les modalités d'engagement font partie des indicateurs qui forgent l'espace social du genre. Je suis confus. Bah, disons qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées, hein, puis du coup ça va servir à juste dire oh, tu vois, moi j'ai dit ça donc c'est vrai, et puis c'est tout. Allez. C'est ce qui se fait depuis le début. Hein. Donc voilà. Hein. Comme le fait Pierre Bourdieu à propos de la classe sociale dans La Distinction, il est possible de considérer le genre comme un espace multidimensionnel. En introduisant différentes variables dans un modèle statistique d'analyse des correspondances multiples, ACM, on obtient un nuage de points qui représente autant de positions de genre. Ce nuage peut ensuite être représenté graphiquement en deux dimensions. Il y a deux principaux axes qui structurent cet espace. À l'horizontale, un premier axe qui représente les rapports entretenus aux espaces trans, au sein des espaces associatifs, militants, plus généralement des espaces d'entre-soi, ce qui peut s'apparenter à une forme de capital social. Ah, déjà, ça commence. Hein. T'attends la montée en généralité. Bah écoute, c'est en train. Pourquoi est-ce que j'aime pas le nom de Pierre Bourdieu ? Parce que Pierre Bourdieu, c'est un des grands noms de la sociologie moderne, et que, notamment, ce qui est très ironique venant de lui, c'est qu'il a développé et mis en avant des travaux qui ont été, à la base, travaillés par tout un tas de personnes, au cours du temps, et notamment à son époque, mais sauf que lui, il les a invisibilisés. Et notamment, ce qui est rigolo, c'est que dans ses travaux, il a particulièrement bien invisibilisé les femmes, entre autres choses, pour notamment expliquer en quoi est-ce que lui, il explique vachement mieux les mécanismes du sexisme, et en le faisant mal, au passage. Voilà, hein, je tiens à le préciser quand même, mais non seulement il a invisibilisé et repompé les travaux des femmes, mais en plus il a mal fait au point de dire des trucs qui sont faux, hein, qui vraiment sont éclatés au sol. Et il a fait pareil avec les personnes racisées. Notamment, il a fait des travaux sur les Algériens, où il a été mais d'un sexisme et d'un racisme crasse assez incroyable. Vraiment assez incroyable. Mais TKT, c'est un grand nom de la sociologie, donc c'est bon, c'est vrai, c'est valide. Voilà, en gros. Allez, je reprends.
Cette dimension s'oppose à gauche les personnes qui sont les plus présentes dans ces espaces à celles à droite qui ne les fréquentent pas. À la verticale, un deuxième axe indique le rapport entretenu aux standards institutionnels de genre, en particulier ici les standards médicaux et juridiques, sachant que ces standards comprennent deux et seulement deux catégories, hommes et femmes. Cet axe oppose en haut les personnes qui respectent ces standards à celles en bas qui s'en détachent. L'espace social du genre fait apparaître que ceux qui et celles qui s'identifient en tant qu'hommes et femmes et qui ne militent pas sont aussi ceux et celles qui ont recours à la chirurgie de réassignation, au changement d'état civil, tandis que les personnes qui se disent trans et non-binaires et qui militent font moins appel à ces procédures. Pour plus de précision, il est possible d'élaborer une typologie des grands groupes qui prennent place dans cet espace. Trois principales classes de personnes se dégagent, les conformes, les stratèges et les non-binaires. Waouh. Je vais juste continuer à dérouler. Je vois où est-ce qu'on va. Je commence à voir très bien où est-ce qu'on va et ça pue. Les conformes s'identifient très largement aux catégories hommes et femmes. Ils ont recours à la chirurgie de réassignation, au changement d'état civil, et sollicitent les espaces trans ni pour y trouver des informations médicales ou juridiques, ni pour y militer. Ce premier ensemble de personnes témoigne d'un profond respect des prescriptions normatives des institutions, d'une relation inexistante aux espaces trans. Les stratèges, quant à eux, s'identifient majoritairement comme des hommes et des femmes, mais moins que les conformes. Ils ont recours à la chirurgie de réassignation, au changement d'état civil, également dans une moindre mesure que dans la classe précédente. Sollicitent les associations pour obtenir des informations médicales, et souvent aussi sur leurs droits, mais ne militent pas. Ce second groupe fait apparaître une adhésion moins franche aux catégories de sexe traditionnelles, et une attitude moins distante vis-à-vis des espaces trans. Attendez, j'ai raté une phrase. Si les personnes de ce groupe ne militent pas dans ces espaces, elles les sollicitent toutefois de manière stratégique, afin d'obtenir des renseignements. Autrement dit, elles ne fréquentent les espaces trans que parce que ces derniers peuvent leur fournir des informations médicales et juridiques. Les, entre parenthèses, non-binaires. Enfin, s'identifient pour la plupart à des catégories alternatives à hommes et femmes, non-binaires, trans, queer, etc. Pour près de la moitié d'entre eux, ils et elles n'ont aucune intention d'avoir recours à une chirurgie de réassignation à un jour. Par ailleurs, ils ne changent majoritairement pas leur état civil. Ils militent pour près de 3/4 d'entre eux, et ils ont presque tous recours aux espaces trans pour y trouver des informations médicales et sur leurs droits. Dans cette classe, l'individu tente de s'extraire des normes corporelles et légales relatives au genre. Cette logique est inventive et surtout militante. Il s'agit pour ces personnes de lutter en faveur de la reconnaissance de leurs différences. Ah là 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 là. Donc là, en gros, vous voulez comprendre ce qui est en train d'être dit. Il y a les vrais trans et il y a les faux trans. En gros, le sous-entendu, c'est de vous dire, il y a les vrais trans, voilà, celles qui vont faire une transition, vous voyez, parce que notamment il y a un parcours médical de réassignation de sexe, etc. C'est les vrais trans qui, intrinsèquement, en tant que personne, sont des trans, vous voyez. Et de l'autre côté, en fait, il y a les militants, il y a les gens qui sont politisés, vous comprenez, qui se disent non-binaires, etc., mais qui font pas de parcours de transition. Donc en fait, c'est pas vraiment des vrais trans, dans le sens où en fait, c'est des militants, c'est des gens qui sont politisés, vous comprenez. Ne rajoutez pas de la politisation dans mon milieu trans, voyons. Le militant stratège qui parasite la vraie lutte TM. Hein. Voilà. Donc c'est ça le propos qui est en train d'être développé. Hein. Hein. Doucement mais sûrement, mais on est en train d'y aller très clairement. Hein. On utilise espace, et il s'y passe des interactions sociales. Enfin, genre, les militants stratèges qui parasitent la vraie lutte TM. Ah non, mais... Ouais, il y a des espaces, on crée des espaces, on co-crée des espaces, on les utilise, du coup, on y fait des éléments, on va dire, sociaux. On fait du partage incroyable. Surprise, mais en fait, non, pas surprise. Non, mais vraiment, hein. C'est... Ah là 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 là. Ah là 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 là. Je dois aller dodo, presque nuit blanche. Je verrai le bad ending en rediff. Courage pour la suite, à vous tous. Et des bisous à toi, SGT. Repose-toi bien. Aussi bon repos que possible à toi. Je reprends la lecture. Les trois grands groupes qui émergent ont chacun leur propre système de normes et de valeurs. La normativité des uns n'est pas nécessairement celle des autres.
Par exemple, pour les conformes, la norme consiste à s'inscrire dans un modèle de genre qui est binaire, tandis que pour les non-binaires, il s'agit plutôt de se montrer subversif. Dans certains milieux sociaux, il est en effet bon de bon ton d'afficher une part de non-conformité. Donc là, encore une fois, on retombe dans la logique d'un côté, il y a les vrais trans, vous voyez, parce que intrinsèquement, en tant que personne, ce sont des personnes trans, donc elles vont faire un parcours de transition médicale, etc. De l'autre côté, c'est des militants. Vous comprenez qu'en fait, les non-binaires, c'est pas parce que les personnes se sentent non-binaires, non, c'est parce qu'elles sont dans la militance, elles sont dans la subversion. Hein. Et donc là, on revient sur l'idée qu'au final, les personnes non-binaires, les personnes à genre, les personnes qui ont l'affinité de genre, tout ça, quoi, bref, tout ce qui est en dehors de la binarité, bah, en fait, c'est des parcours qui sont incomplets. Ce sont des parcours qui sont incomplets, ce sont des parcours qui sont sans objectif, parce qu'en fait, bah, c'est du politique, vous comprenez, c'est là pour faire de la subversion, tout ça. Un vrai parcours trans, c'est le parcours qui fait une transition, voilà, tu vas dans le genre opposé à celui qui t'a été assigné à la naissance, et puis c'est tout. Voilà, c'est vraiment pas bien, hein. C'est vraiment pas bien du tout, hein. C'est vraiment pas bien du tout, hein. Ce qui est développé est ultra réactionnaire. C'est vraiment le discours typique qu'on a dans tous les milieux réactionnaires. C'est chaud. Déjà que je vais être en retard chez ma psy à cause des bouchons. Courage, gros courage Nils. Voilà, c'est un peu l'idée. La vraie trans, bah, c'est la mairesse de droite de je sais plus quel village. Voilà. Ça, c'est un parcours trans qui est valide parce qu'elle a fait une transition de genre. Donc, elle est partie d'un coin binaire pour aller dans un autre coin binaire. Et après, elle est rentrée sur des mécaniques très hétéronormées. Donc voilà, là, on est sur un vrai parcours. Il est valide, vous comprenez. C'est le vrai parcours. Parce qu'intrinsèquement, la personne est une personne trans, vous voyez. Alors que les autres, c'est des parcours incomplets. Il n'y a pas d'utilisation médicale, il n'y a pas de rassignation de sexe. Non, mais vraiment. Puis en plus, ça milite, ça fait des parcours qui ne servent qu'à militer dans la subversion. Ah là là. Bref, bon, je continue sur ces conneries. Chaque pôle est producteur de prescriptions, mais ces prescriptions n'ont de sens que par opposition à celles des autres. Cependant, les normes circulent malgré tout entre les individus et les groupes. De fait, il existe chez chacun, un peu des trois registres identifiés. Les individus concilient différentes normes, tout en privilégiant certaines. Diverses logiques sont enchevêtrées dans chaque parcours de vie, bien qu'un registre soit toujours prépondérant. Ce registre dominant dépend des trajectoires et des appartenances sociales des personnes, qui cherchent malgré tout à se distinguer les unes des autres. Et donc on arrive sur une nouvelle sous-partie, distinction de genre et de classe. Oui, on a eu le point, les queers qui sont venus se beler nos manifs avant quand même. Hein. Oui, non mais c'est... Voilà, c'est la logique de... oui, mais moralement, on est bien situé, donc nous, on est les vrais. Nous, on fout pas le sbeul, on produit pas trop de mouvements, vous voyez, nous, on est raisonné, on est raisonnable. En vrai, la VOD, elle fait 1 heure et 2 minutes. Je pense que je vais m'arrêter là, surtout qu'on est sur une nouvelle partie. On est page 146 et le texte s'achève enfin, pour notre plus grand bonheur, page 174. On rapproche. On s'en rapproche. Bordel de merde, ce n'est toujours pas bien. Petite fougère de YouTube, c'est toujours une purge, ce qu'on lit. C'est toujours incroyablement réactionnaire à tellement de niveaux, essentialisant et tout. Enfin, c'est pas bien. Vraiment, ce n'est pas bien. Bon courage si tu as écouté toutes ces VOD jusqu'à présent, et bon courage si tu comptes écouter les prochaines aussi. Je sens que ça va être encore une ride jusqu'au bout. Voilà, Ghost Emperor of Judgment, exactement. Tu offres le générique, et ça c'est beau. Ça sera une très bonne manière de conclure. Petite fougère de YouTube, des bisous.